sommes aujourd'hui à Tambacounda, au quartier Pont, avec M. Mountaga Dabo, un enseignant à la retraite, un notable de la ville de Tambacounda, mais également un homme politique, doté d'une grande culture générale et d'une grande sagesse. Tambacounda est une ville et une région carrefour entre plusieurs pays, notamment le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie. Donc c'est une position charnière qui en fait une région privilégiée de brassage et donc de richesse également. Et nous pensons que cette richesse, M. Mountaga Dabo s'est abreuvé à cette richesse également. Et nous allons essayer d'en profiter au maximum dans cet entretien que nous avons avec lui. Donc, M. Mountaga Dabo, bonsoir. Bonsoir, M. Diakité. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse évoquer, un petit titiller votre mémoire, évoquer des souvenirs. Et nous allons peut-être évoquer beaucoup de choses de la part de l'enseignant, observateur. Nous allons évoquer des choses également des citoyens de Tambacounda et également beaucoup de choses de l'homme politique dans la région, dans le Sénégal et dans la sous-région. Quand on est en face d'un enseignant, on est toujours obligé de se plier en deux pour savoir un peu qu'est-ce que cet enseignant peut nous enseigner aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner aujourd'hui? Merci, M. Diakité. Comme vous le dites si bien, je suis un enseignant à la retraite. Très modestement, je dois reconnaître que je ne suis ni un anthropologue, ni un professeur d'histoire pour revoir l'ensemble des problèmes concernant la ville de Tambacounda, concernant un peu cette partie du Sénégal jusqu'à la sous-région. Mais c'est sûr que vous aurez beaucoup de choses à nous dire, M. Mountaga. Alors nous allons commencer par vous dire, aujourd'hui, si on vous demandait en tant qu'enseignant, par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune élève à Tambacounda jusqu'à devenir enseignant, et aujourd'hui, l'époque que nous vivons, avec ce que nous vivons dans le système éducatif et les résultats que cela donne, quel est le résumé que vous pouvez faire? Oui, c'est vrai, il y a une différence entre les époques, parce que nous étions là à la fin du colonialisme au Sénégal. Nous sommes certes la dernière génération d'élèves sortis du système colonial. On nous imposait des choses qui ne sont pas du tout de chez nous. Il faut l'avouer. Il faut nous donner quelques exemples de ces faits. Oui, je vais en venir. Ouais. Quand on vous dit de dire dans l'hymne, quand on vous demande de dire nos ancêtres les Gaulois, nous on n'avait pas d'ancêtres gaulois. Donc c'était des choses qui n'étaient pas adaptées aux réalités d'alors. Mais c'était le pouvoir du colonisateur qui avait imposé ça pour fabriquer justement l'intellectuel du type qu'il veut. Maintenant, comme vous le dites si bien, nous étions certainement la dernière vague des élèves du système colonial. Ce qui est arrivé, nous sommes sortis donc presque comme les premiers de l'indépendance en tant qu'enseignants pour prendre la relève du système colonial. Et quand nous prenions la relève, nous étions des gens qui avaient des diplômes qui s'arrêtaient tout au plus au brevet. Et j'ai l'habitude de dire, ce brevet-là, c'était un brevet qui ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui. Et je dirais d'ailleurs que l'ensemble des diplômes d'alors et l'ensemble des diplômes de maintenant ne sont pas les mêmes. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nous enseignants d'alors, on avait des brevets
qui préparait l'élève à des objectifs cognitifs. Ça veut dire quoi, objectif cognitif? C'est tout simplement un élève qui, de la 6e à la 3e, devrait amasser une somme de connaissances par rapport au programme français. Et maintenant, je dis, le système n'est plus comme ça. C'est bien après que le système a été un système de comportement. Donc le système comportemental, c'est-à-dire l'attitude scientifique pour permettre aux intellectuels d'aborder facilement les études supérieures par rapport justement à l'autre modèle de formation. Donc vous voyez, nous nous disions à l'époque que ça c'était pas ce qu'il fallait. Ce n'était pas ce qu'il fallait parce que c'était assez littéraire. C'était essentiellement littéraire. Alors ça faisait en sorte que c'est un peu les langues qui dominaient. Et surtout la langue française qui dominait. Alors, Tambacounda, à l'époque, nous étions là, première génération d'enseignants de l'indépendance. Nous étions là avec des diplômes. Nous étions là également avec des connaissances qui nous ont permis d'accéder à ce corps-là pour pouvoir d'abord continuer notre formation de façon personnelle, je veux dire de façon tout à fait libre, parce que nous le disions en son temps. Je taquine jusqu'à maintenant certains de nos aînés, quelques rares aînés qui sont encore vivants. Je leur dis, autrefois, vous étiez des enseignants qui étaient assez limités culturellement, parce qu'à Tambacounda, la ville était telle que les infrastructures ou les structures de formation, n'existaient pratiquement pas. Oui, c'est à cette époque-là, tout le monde allait à Saint-Louis. Voilà. Pas faire une formation supérieure. Exactement, donc c'est ça. Les gens, ils étaient d'abord, s'ils réussissaient, le plus c'était d'aller au collège à Saint-Louis. Et voilà, ça s'arrêtait là. Et ils revenaient, ils servaient dans l'administration coloniale comme commis, comme enseignant, comme infirmier, comme etc. etc. L'ouverture sur la culture n'était pas grande. Tambacounda, nous le disions, nous, jusqu'à maintenant, je le répète moi parfois sans complexe, que c'est une localité, enfin, qui ressemble à un désert culturel. C'est une localité qui ressemble à un désert culturel, parce que les gens ne veulent pas ou n'ont pas de structures dans lesquelles ils peuvent personnellement se former sans l'appui. Pas de bibliothèque, pas de centre culturel, ou alors s'il y a un centre culturel, c'est un centre culturel. Un seul centre culturel, voilà. Ouais, et qui n'est pas aussi équipé que ça. Voilà. Donc, dont l'équipement laisse à désirer, et c'est que finalement, les gens sont là laissés pour compte, sur ce plan-là. Ouais. Voilà. Alors, quand vous étiez jeune, comment a été la ville de Tambacounda depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant? Et les changements que la ville de Tambacounda a connus, et comment vous les avez vécus? Bien. Donc, les changements, c'est d'abord sur le plan architectural. La ville, c'était pas une ville à l'époque. Quand nous étions tout petits, c'était pas une ville, c'était ce qu'on appelait un village. Donc, tout le monde sait qu'un village, c'est un conglomérat d'habitations de façon
faite de façon assez artisanale. C'est fait avec du matériel pris sur le tas. Local. Donc voilà. Donc du bois, de la paille, banco. Voilà, du banco. Et toutes les habitations étaient pratiquement comme ça. Donc la ville, le village d'alors, il longeait le Mamakunda et il était comme ça. Pratiquement chaque saison. Le Mamakunda, c'est le marigot qui traverse la ville. Voilà. Du sud, plutôt du nord au sud, du nord-est au sud, c'est sud-ouest. Voilà, exactement, voilà. C'est ça le Mamakunda. Et donc, pratiquement chaque année, pendant la saison sèche, il y avait un incendie qui éclatait et qui consumait beaucoup de maisons. Parce que les maisons, comme je viens de le dire, étaient faites en paille, en bois, en banco. Il y avait beaucoup de verdure, beaucoup de végétation autour du village aussi. Oui, le village était assoupi dans une verdure. Parce que le colon avait assouvi son envie d'être dans de la verdure. Il a planté des arbres qui ont grandi et qui ont abrité le village de Tambacounda. Et c'est pour ça que les derniers arbres et les plus gros, c'était les caïcédras qu'on trouvait le long de la route. Des grands affaires. Voilà, il y avait des caïcédras. On disait qu'il suffisait de faire quelque part derrière le village pour avoir du gibier en abondance. Vous avez vécu cette époque, vous avez beaucoup mangé du gibier. Vous avez beaucoup mangé du gibier? Un peu avant. Ouais. Un peu avant, le gibier était juste derrière le Mamakunda. Ouais. Vous sortez du Mamakunda, vous amorcez la colline, vous rencontrez du gibier. Ça, il y en avait, et de toutes les espèces. Et le Mamakunda avait du poisson aussi? Oui, c'était un cours d'eau qui durait très longtemps, plus longtemps que maintenant en tout cas, et qui produisait du poisson quand même. Nous pêchions de toute façon dans le Mamakunda. Nous y pêchions et puis on s'y lavait. Ça durait un peu plus longtemps que maintenant. Vous devez avoir beaucoup de regrets à voir maintenant le Mamakunda tel qu'il est là. Bon, le Mamakunda, je sais pas. Ça aurait pu être un cours d'eau nourricier, aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan touristique. Oui, je pense que les pouvoirs publics ont eu à étudier ça et continuent à étudier ça. Je pense qu'il y a certainement des possibilités de transformer ce site-là en un site comme un cours d'eau permanent à partir duquel on peut trouver beaucoup d'énergie. On peut trouver de l'énergie éolienne, on peut trouver de l'énergie hydraulique, on peut trouver de la nourriture halieutique et tout ça. Je pense que si le pouvoir public s'investit d'une certaine façon, et les collectivités aussi, nous pourrions l'avoir. Bon, les collectivités, généralement, elles n'ont pas les moyens financiers. Les moyens financiers pour réaliser des projets de cette envergure. Parce que, comme vous l'avez dit, il m'a été donné en tant qu'adjoint au maire une fois d'amener une équipe. Ils sont venus, ils ont essayé d'étudier un peu ce qu'ils peuvent faire du Mamakunda, mais après ils ont renoncé parce qu'ils ont dit que ça fait beaucoup d'argent et la mairie n'est pas capable de leur apporter le soutien nécessaire. Donc ceux-là ont abandonné. Et je sais qu'après il y a eu beaucoup d'initiatives qui se sont émoussées parce que ça coûte extrêmement cher. Même tout récemment, je puis le dire, j'ai participé à une réunion à laquelle le maire avait eu l'occasion de parler de ça. Il m'a dit qu'il nous appelait, c'était pour voir si sur les berges du Mamakunda,
il était possible de réaliser des jardins qui pourraient permettre à certaines familles, surtout des jeunes et des femmes, à pouvoir travailler et avoir des sources de... Ça peut être source de création d'emplois. Voilà, tout à fait. Nous sommes à Tambacounda, au quartier Pont, avec M. Muntaga Dabo, enseignant à la retraite, en politique, notable, imbu de sagesse et de savoir. Vous avez vécu à Tambacounda depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Quand le colon est venu s'installer, selon vous, comment le colon est venu s'installer? On a vu que Tambacounda, le village traditionnel, s'est installé dans la vallée du Mamakunda, donc en contrebas par rapport à l'emplacement où le colon s'est installé sur une colline un peu en élévation. Alors, comment vivaient les populations dans la vallée et les colons sur la colline, et avec cette répartition, comment est-ce que vous la viviez? Bien, donc Tambacounda, ce n'était pas le premier chef-lieu de département. Ce n'était pas, en ce moment, on l'appelait peut-être pas département, mais subdivision. Ce n'était pas le premier chef-lieu de subdivision, c'était Makakoli-Bantan. Et c'est là où le colon résidait, c'est là où l'administration résidait. C'est seulement après que le colon est venu à Tambacounda. Et pour transférer la résidence, ils ont d'abord procédé à l'installation des cheminots qui ont travaillé pour l'installation du chemin de fer. Comment ils ont travaillé avec ceux-là? Ils les ont installés dans un quartier qui se trouve être le quartier dépôt. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le premier quartier à être loti, c'est le quartier des Européens, mais le second quartier a été le quartier dépôt où il y avait les travailleurs du chemin de fer. Donc ceux-là se sont installés et maintenant l'administration a regagné le quartier européen. Il se trouvait un quartier loti avec la présence des services, avec la présence des chefs de service et toutes les structures d'encadrement du monde. Voilà. Et ensuite est venu le quartier Pont. Oui, le quartier Pont, c'est bien après. Qui a pris son nom du pont sur le chemin de fer, sur lequel passe le chemin de fer. Parfaitement, parfaitement. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce qui était installé dans le quartier européen? Je crois que si mes souvenirs sont bons, ce quartier, on l'appelait Commandant Kunda. Oui, voilà, c'était le quartier où résidait disons, permettez-moi la répétition, la résidence. Ouais. Et c'est là où il y avait le commandant de cercle, où il y avait l'argent du commandant de cercle, il y avait le chef de brigade de gendarmerie, il y avait l'armée. Donc, essentiellement, je sais que ces services-là existaient. Il y avait également l'école qui était de ce côté-là et le dispensaire aussi. Bon, la prison civile également. Dans votre jeunesse, comment vivait la jeunesse tambacoundoise, votre époque? Comment est-ce que vous viviez votre jeunesse par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui? Quand vous faites un parallèle, à quoi vous pensez? Bien, donc nous, notre jeunesse, nous l'avons essentiellement passée dans des activités culturelles, dans des activités de formation et avec le souci de faire un dépassement pour nous-mêmes et pour notre localité, Tambacounda. Pour nous-mêmes, je le disais tantôt, il y avait un désert culturel. Le désert culturel, on n'arrivait pas à le combler. Finalement, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se retrouve dans des mouvements associatifs.
dans des activités qui sont de nature à former les cadres intellectuels. Donc on a fait des sortes d'associations. Et dans ces associations-là, il nous arrivait même d'organiser des cours de vacances qui étaient assez sérieuses et qui étaient assez longues, qui étaient entretenues par de véritables enseignants que nous étions. Et ça nous a permis au moins d'obtenir un certain niveau socialement qui était bien approuvé. Il y avait aussi une très vive animation culturelle dans la ville de Tambacounda. Je me rappelle les nombreuses troupes folkloriques ou théâtrales qui ont vécu à Tambacounda et qui ont même amené des titres nationaux à Tambacounda après les festivals auxquels ils ont participé au niveau national, peut-être même au niveau international. Il y avait également des équipes de football qui avaient quand même pu décrocher une certaine notoriété aussi bien régionale que au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns de mémoire pour réveiller un peu l'esprit? C'est ce que je dis comme ça. Ouais. La multitude de troupes est venue après celle des élèves et enseignants. Les troupes constituées par les élèves et les enseignants, ce sont les troupes de la ville qui ont succédé à ces troupes-là. Les troupes de la ville, c'était des troupes qu'on peut appeler civiles. Mais c'était des troupes qui avaient pour rôle essentiel l'animation politique de la ville. Il y avait un responsable politique qui était un homme très porté vers la culture. Bon, donc il a demandé... C'est qui ces responsables? C'est Madi Sissoko. Donc, il a été maire de la ville. Oui. Il a été ministre aussi. Oui. Ouais. Il était très porté vers la culture et il a demandé à des responsables de créer des troupes au niveau de chaque quartier. Finalement, chacun des quartiers de la ville, chacun des quartiers officiels de la ville avait une troupe qui tous les soirs répétait et qui chaque fois qu'il venait, soit en fin de semaine ou en fin du mois, chaque fois qu'il arrivait, ces troupes-là se produisaient pour l'animation de la ville, pour l'animation culturelle de la ville de Tambacounda. Ils ont eu à participer à des semaines de la jeunesse, également à d'autres rencontres nationales. Parfaitement, des semaines de la jeunesse au cours desquelles ils ont enlevé des trophées, comme la troupe Amitié. Ensuite, troupe Batoudiara. Voilà. Nous étions, pour nous, c'était une troupe d'enseignants. On était des élèves et des enseignants, on faisait du football et du théâtre. Mais on n'a pas eu la chance d'aller compétir dans les trucs au niveau national. Mais les autres troupes en ville ici ont eu cette chance-là. Et elles ont même eu la chance après de faire la sous-région. De travailler avec d'autres troupes de la sous-région. Comme dans le cas de la Safra. Voilà, parfaitement. La semaine de l'amitié et de la fraternité, voilà, qui réunissait les jeunes de Tambacounda, de Caille, de Labé, de Bassé. Voilà, c'est sur ça que je voulais déboucher. Ouais. Hein, donc, voilà, vous avez si bien dit ça. Donc, voilà un peu comment tout ça se passe. Ouais. Alors, Tambacounda, dans la sous-région, a joué un rôle de plaque tournante. Parce que sa jeunesse a initié des rencontres avec la jeunesse de l'ensemble des villes frontières de la sous-région. Et ces villes frontières sont organisées dans le cadre d'une activité qui fait du sport, de la culture, des arts, et de façon périodique, de façon annuelle et de façon tournante au niveau de chacune des villes membres, ce qui fait que, en définitive,
ces villes-là sont devenues des villes communément appelées villes safran. Et selon vous, qu'est-ce qui faisait la force de Tambacounda, en tout cas des habitants de Tambacounda, à l'époque où vous étiez encore jeune, et qu'est-ce qui fait encore la force de Tambacounda et des Tambacoundois au sein de l'entité Sénégal? Sénégal. Ouais. Bon, ce qui faisait la force de Tambacounda, ou en tout cas la particularité de Tambacounda, la force ou la particularité de Tambacounda. Voilà, parce que Tambacounda était un îlot de gens qui parlent bambara dans une mer de personnes qui parlent wolof. Donc ça a été une caractéristique permanente de Tambacounda par rapport au reste du Sénégal. Et de notre temps d'ailleurs, on nous appelait un peu, je pense que c'est de façon péjorative, il faut le dire, on nous appelait des Naranara. C'est ça. Ouais, parce qu'ils ne comprenaient pas la langue. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est des gens qui étaient bien différents de nous. Bon, donc, Tambacounda, c'était des hommes différents, bien différents de ceux d'ailleurs. Oui, un Tambacoundois était un Lakakad qui avait beaucoup de rigueur dans ce qu'il fait, qui travaille d'arrache-pied pour gagner sa vie, qui essentiellement est un homme attaché à la terre. Ça, c'était le Tambacoundois d'alors. Et il était ainsi identifié. Bon, je pense que... Qu'est-ce que ça vous faisait quand on considérait Tambacounda comme un pénitencier? Ah oui, ça nous... Jusqu'à maintenant, ça nous révolte. Ça nous révolte parce que je pense que nous traînons les conséquences de ce traitement-là jusqu'à maintenant. Parce que le colon, c'est le colon qui a fait de Tambacounda un centre pénitentiaire. Il a toujours envoyé les fonctionnaires récalcitrants à Tambacounda pour, disons, les punir. Alors, ça a fait que Tambacounda n'a pas eu la part de considération qui est accordée aux autres régions, aux populations des autres régions. Donc le développement du pays n'a pas tenu compte de Tambacounda en tant que région administrative pour la développer de façon assez rapide et de façon harmonieuse. Donc jusqu'à maintenant, je pense que nous souffrons de choses de cette nature-là. Sinon, nous avons, nous, une fois, il nous a été donné d'être à la tête de la commune de Tambacounda. En tant que maire, nous avons dit, écoutez, l'industrie la plus grande de Tambacounda, c'est la Sodefitex. C'est la Sodefitex qui absorbe la main-d'œuvre. C'est la Sodefitex qui est l'industrie autour de laquelle il y a le marché et tout ça. Nous avons dit au pouvoir central, ce que nous pensons comme mode de développement rapide de Tambacounda, c'est que la Sodefitex doit développer toutes les activités du coton dans la région de Tambacounda. Quelles sont ces activités? Il y a l'égrenage, parce qu'il y a une usine d'égrenage.
ça fait de la main-d'œuvre. Il y a la filature. Ça peut faire une usine. Ça prend de la main-d'œuvre. Il y a du tissage. Ça peut faire une usine. Il y a la teinture. Ça peut prendre une usine. Et nous avons dit ici, toutes ces... Il y a même l'huilerie. Nous avons dit ici, toutes ces usines-là sont alliées. Nous pensons que Tambacounda va connaître un niveau de développement assez rapide. Malheureusement, pour des querelles politiciennes, on a été mis sur un point franc. On a refusé de payer l'impôt de la Sodefitex, d'abord en tant qu'usine comme ça. Et je crois que depuis jusqu'à maintenant, la Sodefitex est sur point franc. Comment? Ça, vous voyez un peu, c'est parce que c'est Tambacounda, où on n'a pas de... Il n'y a pas la mer, il n'y a pas de pouvoir de pression sur le pouvoir central. On n'a aucun moyen de pression. Rien, on n'a rien, parce qu'on a toujours été considérés comme des fonctionnaires de seconde nature. Alors donc, vous voyez un peu que c'est depuis la période coloniale que, comme vous l'avez dit, Tambacounda a été considéré comme un centre pénitentiaire. Puis, jusqu'à maintenant, ça continue. Nous n'avons aucun moyen de nous développer, hein, moi je crois. Bien si vous avez, vous, des visions sur des problèmes capables... Quelle est votre idée prospective pour le développement de Tambacounda? Si vous devez faire une certaine prospective, oui. Selon vous, quels sont les éléments clés qu'on doit introduire ou réintroduire à Tambacounda pour que Tambacounda émerge? Oui, ça par exemple, vous savez, la culture du coton, où est-ce qu'on l'a expérimenté? C'est pas au Sénégal oriental? Oui. Les personnes qui sont mortes du poison, mais c'est à Tambacounda. Les animaux qui sont morts de l'empoisonnement avec le produit qui traite le coton, mais c'est à Tambacounda. Nous, qu'est-ce qu'en contrepartie nous avons pu avoir? Et pourtant, ce n'est pas les ressources qui manquent à Tambacounda. Ah, voilà. C'est le dernier retranchement de la végétation, de la faune, des terres cultivables, on a les derniers cheptels et des ressources minières également. Les ressources minières, ça je crois que... Il y en a quand même. Il y a au moins du basalte et du phosphate dans le Bakel. Le basalte qui sert à fabriquer le béton armé oui, pour la construction et également pour les routes. Et les phosphates aussi. Et d'autres ressources. Oui, il y a les ressources agricoles et d'élevage et les ressources forestières. Il y a quelqu'un qui était propriétaire de carrière de basalte ici. Hein? Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort maintenant. Azizli avait une carrière de basalte. Et il avait une carrière de fer à Gabou. Bon, tout ça, c'est des gens qu'on n'aide pas à se développer. Il y avait des initiatives privées, des initiatives privées dans le développement, mais qui n'ont pas été accompagnées. Voilà. N'ont pas été soutenues. Hein? Exactement. Et tout ça, moi, je mets ça dans le programme Tambacounda région pénitentiaire. Sinon, ailleurs, on développe ces aspects économiques et on ne les développe pas ici à Tambacounda. Vous ne pouvez pas croire. Ouais. Regardez un peu. Et le chemin de fer qui meurt aussi. Ça, je pense que, oulala, ça c'est le gros problème du Sénégal. Moi, je ne suis pas expert en la matière. Je suis simple enseignant à la retraite, mais je pense que tous les problèmes économiques
qui étaient liées au fonctionnement du chemin de fer sont de nature à développer la région de Tambacounda. Mais si on tue le chemin de fer, Tambacounda meurt en même temps, parce que région considérée comme étant toujours région pénitentiaire. Regardez un peu l'agriculture chez nous. Au fond, chez nous, qu'est-ce qu'on cultive massivement? Qu'est-ce qu'on cultive massivement? Absolument rien. L'arachide est plus cultivé dans le bassin là-bas. Le mil, c'est pareil. Ils ont le petit mil, nous on a le tout gros mil là qui ne sert à rien pratiquement. Et on ne développe pas d'autres cultures. Mais aujourd'hui nous avons la banane. Oui, la banane qui n'est pas organisée. Moi personnellement je trouve que la banane n'est pas organisée parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de conservation. Il n'y a pas de magasins dans lesquels la banane est conservée. La banane, elle est cueillie, elle est vendue comme ça. Ni d'unité de transformation. Voilà, on peut produire de l'alcool à partir de la banane, par exemple. En jus, par exemple. Oui. Et même en jus. Oui. Parce que la banane, regardez la qualité de la Côte d'Ivoire. Il paraît que quand on livre ça sur le marché, la banane de Côte d'Ivoire, tu ne vois même pas un petit point noir sur la banane. Mais prenez nos bananes, parce que c'est mal conservé. Donc ce n'est pas de la qualité. Et ça également, c'est un peu vendu n'importe comment. Et c'est l'exclusivité. C'est quelqu'un seulement qui fait la banane ici au Sénégal, oriental. Bon, tout ça, le fait que Tambacounda est une localité où on ne pense pas à de grands programmes de développement. Monsieur Muntaka Dabo, nous allons terminer cet entretien avec deux questions. Oui. La première, quel est votre plus grand regret aujourd'hui quand vous regardez Tambacounda? Et les Tambacoundois, votre plus grand regret? Mon regret le plus grand, c'est que les Tambacoundois n'ont accordé aucun prix à la terre pendant qu'il y en avait de disponibles à leur disposition. Ils ne se sont pas attachés à la terre. Quand vous dites la terre pour habiter ou la terre pour valoriser comme agricole, élevage ou autre chose? Pour l'agriculture. Pour essentiellement l'agriculture. Parce que nous n'avons pas grandi dans de grands vergers. Si vous vous rendez compte, pour tout Tambacounda, il y avait un seul verger. C'était le verger du commandant de Sal. Là seulement où il y avait un verger, et c'était un verger dans le quartier. Bon, là, c'était vraiment rien. Donc, vous voulez dire que l'anacarde, ça marche ici? Oui. Et c'est une industrie qui est très florissante, demandée sur le plan international. Tout à fait. Les gens n'ont pas travaillé. Nous n'avons pas travaillé la terre à Tambacounda. Et aujourd'hui, quel est l'espoir que vous nourrissez pour Tambacounda? C'est la dernière question. Bon, moi, l'espoir que je nourris pour Tambacounda, c'est les programmes, les programmes de développement agricole, les programmes de développement d'élevage. C'est surtout sur ces choses-là qu'on peut compter actuellement, à mon avis. Sinon, je ne vois pas d'issue par rapport au reste du problème. Oui. Et vous pensez que Tambacounda peut s'en sortir un jour?
Oui, si nous retournons à la terre. Si nous retournons à la terre. Mais aujourd'hui, avec les conditions climatiques que nous vivons, c'est toujours dans la dernière question, hein, j'avais dit deux dernières questions, mais surtout dans la dernière question. Avec les conditions climatiques que nous vivons, nous savons tous ici à Tambacounda que la saison des pluies commence au mois de mai pour finir au mois de novembre pratiquement, mais aujourd'hui c'est devenu tellement restreint que des fois on cherche la pluie jusqu'au mois de juillet, on ne la voit pas, et quand elle arrive, elle disparaît déjà au mois d'août. Et voilà, donc les cours d'eau sont en train de s'assécher. Et quand on veut développer l'agriculture et qu'il n'y a pas d'eau, il y a une question qui se pose, la question de la maîtrise de l'eau. Oui, oui, l'agriculture, c'est essentiellement la maîtrise de l'eau. Ça, je suis d'accord de ce point de vue. Il faut d'abord penser à la maîtrise de l'eau. Et certainement à réveiller les vallées fossiles. Voilà, il y a aussi que les technologies utilisées pour faire des productions abondantes et rapides, il y a des scientifiques qui sont en train de travailler, et c'est le résultat du travail d'un groupe d'hommes comme ça. Vous pensez à la culture sous serre? Voilà, c'est ça. Il faut accepter. Il faut accepter, parce que la culture sous pluie n'est pas la bonne culture. Ce n'est pas toujours la bonne culture. Parce que personne n'a la maîtrise de l'eau de pluie. Ça peut tomber aujourd'hui, comme vous l'avez dit, comme ça peut tomber demain, après-demain, ça ne tombe pas. Ça, c'est la culture sous pluie. Mais la maîtrise de l'eau, vous maîtrisez l'eau, vous la conservez et vous la donnez pour la culture, vous l'utilisez pour la culture. Ça peut servir. Ça peut servir. Mais sous pluie, c'est rien du tout. C'est assez aléatoire. Nous étions avec M. Mountaga Dabo, enseignant à la retraite, homme politique et notable de la ville de Tambacounda, doté d'un grand savoir et d'une grande sagesse. Et nous sommes venus nous abreuver à sa connaissance aujourd'hui et nous le remercions vivement de sa disponibilité. Et nous avons pris du temps et nous l'avons un peu indisposé dans sa quiétude et dans la tranquillité familiale. Mais nous vous en remercions beaucoup et nous vous en serons toujours reconnaissants. Merci bien. Et nous prions que Dieu vous accorde encore une longue vie, de santé et de bonheur parmi les vôtres. Merci bien. Merci, M. Mountaga. Certainement que vous m'accordez des qualités que je n'ai pas, parce que j'ai certainement donné en désordre un peu certaines des idées. C'est normal, c'est normal. Mais il est tout à fait établi que... Mais c'est des idées claires. On tire toujours, voilà, on tire toujours quelque chose, des choses comme ça. Voilà. L'échange a été fructueux. Même la manière de poser vos questions aussi, ça m'a permis moi aussi certainement de tirer profit de certaines manières de poser les questions. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.